Bonjour à tous. Pour ce numéro de Marque-Page, je reçois le journaliste et écrivain Antoine Glaser pour son dernier livre, Arrogant comme un Français en Afrique, un livre publié chez Fayard. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors pour camper le décor de votre publication, vous écrivez page 20. Aujourd'hui, la France se réveille avec la gueule de bois. Elle pensait avoir profondément marqué l'histoire de l'Afrique de son empreinte civilisatrice. Elle réalise que pendant tout ce temps, elle n'a représenté que le sucre de millefeuille africain. Par arrogance, la France dirigeante ne s'est jamais véritablement intéressée à l'histoire du continent, ni à sa complexité. Ça pose bien la thématique de de cet ouvrage. Absolument, absolument. Ça veut dire, j'ai voulu faire comprendre que pour des raisons historiques, c'est vrai que le titre, quand les gens y voient arrogant comme un Français en Afrique, ils pensent, oui, c'est une sorte de un essai, un pamphlet, et que simplement c'est un trait de caractère. Mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que c'était pour des raisons historiques, politiques et culturelles. La France s'est trouvée en position en Afrique, surtout dans la période de la guerre froide, de l'après-indépendance de 1960 à 90, en position dominante en Afrique, avec un système intégré, politique, militaire, financier. Il n'y avait pas de concurrence, elle était dans un univers où finalement tout ce qui intéressait la France, c'était comment l'Afrique l'avait aidé à lui combattre le nazisme, comment l'Afrique elle avait besoin des matières premières stratégiques, en particulier l'Afrique subsaharienne, parce que la France avait été, après les indépendances en Algérie, n'avait plus ni le gaz et eau de l'Algérie, donc elle a trouvé un relais de croissance économique, en particulier de stratégique pour les matières premières. Et donc c'est vrai qu'elle ne s'est pas intéressée à l'Afrique des Africains, elle a négligé totalement qu'il y avait une histoire africaine, et même pré-coloniale même. Et donc, maintenant, elle se réveille, elle voit que maintenant en Afrique, l'Afrique se mondialise, et finalement, elle se bunkérise, et tout le monde arrive avec justement d'autres puissances émergentes qui connaissent aussi bien l'Afrique et mieux qu'elle, et elle a toujours intéressé à l'Afrique qui lui ressemblait. Donc c'était l'Afrique un peu, elle s'intéressait à l'Afrique comme un miroir. Elle s'intéresse aux Africains qui lui ressemblent, qui est comme elle, qui a été... C'est parce que pour des raisons historiques, c'était des raisons historiques et au-delà même et culturelles. Alors je dois préciser que votre livre, comme tous les précédents d'ailleurs que vous avez publiés, soit en partenariat avec Stephen Smith, qui connaît très bien également le continent africain, ce livre est très documenté, très fouillé. C'est un vrai travail de journaliste. Alors ce sont, 190 pages tout au long desquelles vous faites une sorte d'examen clinique, si je peux m'exprimer ainsi, de cette arrogance bien française. Alors au plan de la diplomatie, au plan politique, au plan militaire, au plan économique, pensez-vous aujourd'hui que la France a besoin de faire son autocritique pour améliorer son image aujourd'hui en Afrique ? Oui, alors il faut, effectivement, comme vous le dites, moi je ne suis pas du tout un pamphlétaire, ou moi je suis avant tout un journaliste. Donc souvent les gens, je ne suis pas ni un chercheur, ni un universitaire. Donc c'est vrai que ce n'est pas à moi de dire qu'est-ce que la France doit faire. Moi je constate simplement que la France est en train de rater quelque chose en Afrique. Elle avait des positions en Afrique, elle connaissait, entre guillemets, elle croyait connaître l'Afrique, mais bien évidemment, maintenant, elle est dans une situation où l'Afrique lui échappe, mais surtout, elle est complètement... elle a pris de telles mauvaises habitudes que c'est extrêmement difficile à revenir en arrière. Ça veut dire, en fait, il faudrait reprendre tout un intérêt, voir l'Afrique réelle, s'intéresser à la complexité de l'Afrique, à ses populations, et surtout, même, à s'est pas intéressé du tout aux langues africaines, aux langues vernaculaires, s'intéresser au Swahili, les diplomates français sont le Là, Swahili. vous regrettez d'ailleurs que, dans votre épilogue, oui. Vous regrettez que bien sûr, la France ne se soit pas également appropriée. D'autant que
on globalise là sur les Français, mais vous aviez des gens, des anthropologues et autres, des types comme Yves Persson, qui étaient extraordinaires, qui s'intéressaient, qui avaient compris que l'Afrique, ce n'était pas l'écriture, qui avaient compris l'intérêt de l'oralité de l'Afrique, et donc ils s'intéressaient vraiment à ce qui se disait, ce qui retenait, et ils s'intéressaient à l'Afrique telle qu'elle était, dans son oralité, et pas simplement dans ses écritures, parce que l'écriture, il fallait aller à l'école des missionnaires, et pas ailleurs. Cette arrogance française dont vous parlez, est-ce qu'elle n'est pas aussi européenne, voire, je vais dire, occidentale? Quand on voit aujourd'hui le comportement des États-Unis en Afrique, ou, comment je vais dire, en Irak, il y a quelques années, ces grandes puissances qui se lèvent, qui peuvent frapper où elles veulent, sans rendre des comptes à qui que ce soit, est-ce que ce n'est pas aussi cela? Je pense qu'il y a une grande différence. Je pense que on ne peut pas reprocher à des pays de défendre leurs intérêts stratégiques et économiques, en particulier à la France. Pourquoi est-ce que la France, finalement, en Afrique, ne défendrait pas ses intérêts stratégiques et économiques? Ce n'est pas ça qui est critiqué. Quand les Américains ils interviennent dans le Moyen-Orient, à un moment donné, ils s'intéressaient à l'Arabie Saoudite pour son pétrole. Après l'histoire avec Ben Laden et autres, maintenant, ils laissent tomber l'Arabie Saoudite. Ils ont leur gaz de schiste. Ils s'intéressent moins au pétrole du Proche et du Moyen-Orient. Et ils se rapprochent de l'Iran. Donc, chacun défend ses intérêts stratégiques, comme les Chinois, tout le monde entier. Ce n'est pas ça que je critique. La France, la particularité française, c'est ce qu'on appelle l'assimilationnisme. Ça veut dire qu'on veut toujours créer des gens à notre image et on ne s'intéresse qu'à des gens qui nous ressemblent et qui sont comme nous. Tandis que, par exemple, les Anglais, c'est incroyable comment chaque puissance coloniale est restée dans son précaré. Vous avez eu, par exemple, la crise d'Ebola. C'est incroyable de voir les Américains sont restés au Libéria, les Anglais en Sierra Leone et les Français en Guinée. Mais la différence avec la France, et des Anglais, alors on peut critiquer, moi je critique par exemple la position des Anglais, de certains Anglais, parce qu'encore une fois, il ne faut pas généraliser pendant toute la période de l'apartheid en Afrique du Sud. Mais c'est vrai que dans toutes les anciennes colonies britanniques anglophones, c'est vrai que c'est une sorte de chacun dans son club. C'est l'Ingrid Krul. C'est-à-dire les Anglais ne veulent pas créer des Ghanéens à leur image. Ils s'en foutent. Et on n'entend pas du tout le Premier ministre anglais David Cameron en train de parler de ce qui se passe au Nigeria. Mais voilà, pour des raisons stratégiques et autres, c'est plutôt François Hollande qui essaye au Nigeria de vendre maintenant de l'armement, etc., en allant à des sommets. Parce que ce que j'explique un peu dans le livre, c'est que l'armée française sert un peu de cache-misère à une présence française en déshérence sur l'ensemble du continent. Et c'est pas il y a quelques jours, vous aviez Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, du patronat français, qui était à Abidjan, et c'est pas moi qui le dis. Moi, je m'appuie sur des trucs qui disaient on est passé de 28% en 10 ans, de 28% de part de marché à 11%. En même temps, il faut s'interroger. Il faut s'interroger en disant, moi, bien évidemment, je considère que, évidemment, moi, je me mets à la place des Africains. La diversité pour l'Afrique, le fait qu'il y ait toutes les puissances émergentes, c'est une richesse pour l'Afrique. Il n'y a pas de raison de rester en tête à tête avec la France. Mais c'est vrai que d'un point de vue français, c'est sûr que dans un certain nombre de domaines, ben voilà, je veux dire, sur le plan économique et culturel, la France est en train de... Elle perd, alors qu'elle avait une richesse, je veux dire. C'est pas normal, soit la France qui empêche les jeunes de bloquer dans les consulats français, alors que maintenant, vous avez l'Institut Confucius à l'intérieur des universités, vous avez le monde entier, alors que pendant des années, on a expliqué à des Africains, en particulier les Ivoiriens, qui étaient quasiment des citoyens français, puis à un moment donné, vous fermez les portes des consulats. C'est tout ça que j'ai voulu montrer, que c'est cette espèce de chaud-froid qui fait qu'on comprend que les Africains, à un moment donné, vous avez les anciennes générations considèrent que franchement, eux, ils ont combattu leurs parents, arrière-grands-parents, les tirailleurs qu'on dit sénégalais, qui étaient autant maliens ou ivoiriens ou autres, sur les champs de bataille pour libérer la France. Et puis ensuite, on ferme les portes des consulats. Donc c'est ça un peu que j'ai voulu montrer. Alors, il y a la fameuse phrase de Jacques Foccart que vous rappelez d'ailleurs si bien à la page 13 de votre livre, et cela souligne bien cet esprit-là. Ce qui est bon pour la France est bon pour l'Afrique. Mais quand vous la reprenez quelques lignes plus tard, vous écrivez vous-même ce qui est bon pour l'Afrique pourrait être bon pour la France. Non, mais c'est excellent, vous avez relevé ça. Parce vous êtes moins catégorique. C'est le fond du truc. Ça veut dire que, encore une fois, il faut remettre ça dans la période historique. La période historique, c'est la période de la guerre froide. Pour des gens comme Jacques Foccart, qui, avec le général de Gaulle, avait libéré finalement la France à partir de Londres et de l'Afrique, c'est-à-dire l'appel de Brazzaville et autres, toute la résistance était en Afrique. À la chute, après la Seconde Guerre mondiale,
il a utilisé tous les réseaux de services secrets qu'il y avait en Afrique pour continuer à mettre l'Afrique au service de la France, avec des gens comme le président Houphouët-Boigny qui ont vraiment cru à une communauté de destin entre la France et l'Afrique. C'était pas critiquable, ils ont vraiment cru à une communauté de destin entre la France et l'Afrique. Et donc pour lui, c'était le patriotisme français. Il défendait la France en Afrique. Donc c'était l'État français de 60 à 90. En plus, après, ça s'est délité, c'était plus l'État, c'était des réseaux privés. Mais maintenant, quand vous avez François Hollande qui fait au sommet, il y a eu un sommet économique en février l'année dernière à Paris, en invitant les chefs d'État pour défendre les intérêts français en Afrique. Lui, il dit « l'Afrique est l'avenir de la France ». C'est bien de le dire, mais il faut le prouver. C'est pour ça que j'ai inversé le truc en disant, Foccart disait, voilà, ce qui est bon pour la France, ce qui est bon pour la France est bon pour l'Afrique. Et j'ai inversé le truc en disant, en fait, ce qui est bon pour l'Afrique doit être bon pour la France. Je prendrai également un autre exemple. Là, vous avez cité Sarkozy. En 2007, quand il est passé à Dakar, alors, je dois dire que vous parlez de l'arrogance française, mais cela se double également d'une certaine incohérence de la politique française. On ne va pas revenir sur les propos de Nicolas Sarkozy. Je n'admettrai pas qu'un seul soldat français tire sur un seul Africain. On connaît la suite en Libye. Et ce qui est très intéressant également dans cet ouvrage, c'est que vous montrez à quel point cette arrogance-là s'accompagne également de cette incohérence des politiciens français. Votre livre s'intéresse surtout à l'attitude, n'est-ce pas, de la classe politique dirigeante française. Ça ne s'intéresse pas aux Non, Français. ça veut dire, vous avez bien compris, ça veut dire, contrairement à ce que beaucoup d'Africains s'imaginent, on n'est pas dans le franco-africain, on est dans le franco-français. Ça veut dire quand Nicolas Sarkozy il intervient en Libye, par exemple, il ne s'occupe pas des réalités du terrain en Libye, il ne s'occupe pas de ce qui s'est passé du service après-vente, de ce qui s'est passé après avoir complètement déstructuré ce pays. Il s'intéresse simplement à comment il va apparaître être un chef de guerre à la tête d'une invincible armada franco-britannique. Il ne s'occupe pas non plus si les avions avaient déjà décollé, avant même la résolution des Nations Unies, qui prévoyait uniquement de protéger les populations de Benghazi et pas simplement d'abattre le régime de Kadhafi, de tuer Kadhafi. Donc c'est ça aussi l'arrogance. C'est quand vous ne tenez pas les trucs ou quand vous vous adressez aux Africains et vous leur donnez des leçons, vous n'êtes pas assez rentré dans l'histoire, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, mais quelque part, d'où tu parles pour dire ça? Et donc c'est culturellement, c'est culturellement et historiquement. Et c'est pour ça que c'est important aussi de comprendre que maintenant, il y a une espèce d'incompréhension. Mais j'utilise toujours le mot en disant on est très souvent dans les rapports France-Afrique ou Afrique-France dans des rapports ambigus et on est toujours dans un anachronisme historique. On a l'impression que les gens ne connaissent pas l'histoire, n'ont pas vu la chute du mur de Berlin, n'ont pas vu l'Afrique se mondialiser, alors que la France se bunkérisait. Alors, parlons de ce qu'a dit Nicolas Sarkozy à Dakar. Dans votre précédent livre Africa France, je le relis, quand les dirigeants africains deviennent les maîtres du jeu, on a comme l'impression que vous nous dites les choses ont changé. Aujourd'hui, les dirigeants africains contrôlent le destin de leur pays. Vous savez que c'est pas vrai. La France-Afrique, elle est plus forte que jamais. D'ailleurs, aucun chef d'État africain n'a réagi aux propos de Nicolas Sarkozy en 2007. Donc, finalement, rien ne change. Moi, je ne crois pas. Je pense que, peut-être compte tenu de mes cheveux blancs, que moi, j'ai connu la période quand même. J'étais même à Abidjan en 80, quand il y avait 50 000 Français, quand il n'y avait pas de débat entre la France et l'Afrique. C'est vrai que
on peut rediscuter. Hein. Moi, personnellement, je pense que le président, quelqu'un comme le président Félix Houphouët-Boigny, pesait plus qu'on imagine dans les relations, dans la relation entre la France et l'Afrique. Ce qu'on appelait la France-Afrique, c'était l'État, entre 60 et 90, mais il y avait des chefs d'État africains comme le président Houphouët-Boigny, président sénégalais Léopold Sédar Senghor, qui étaient en osmose dans cette communauté de destin entre la France et l'Afrique. Et donc, il y avait un débat quand la France a reconnu la Chine. C'est le président Houphouët-Boigny qui avait conseillé ça aussi à Jacques Foccart, il y a De Gaulle. Donc, il y avait beaucoup plus d'échanges, etc. Mais de croire qu'on est encore toujours dans cette période de guerre froide, moi, je ne crois pas. Je peux vous citer des milliers d'exemples. Vous voyez que les chefs d'État africains, ils réagissent peut-être pas quand Nicolas Sarkozy raconte ses histoires à Dakar, mais dans la réalité des rapports de force entre la France et l'Afrique, croyez-moi que quand vous avez, je vais vous prendre un seul exemple, quand vous avez le président tchadien Idriss Déby, je vais dire, il y a un des principaux opposants tchadiens qui s'appelle Ibn Mahamat Saleh, qui a disparu en février 2008. C'était quasiment un ami personnel de François Hollande. Je veux dire que c'est un mathématicien tchadien. À aucun moment donné, je veux dire, il y a eu François Hollande, qu'est-ce qu'il peut dire à quelqu'un comme Idriss Déby, compte tenu du fait qu'Idriss Déby était l'état-major de l'opération Barkhane était à N'Djamena. Idriss Déby, il a payé la dette de sang avec l'armée française au nord du Mali. Il est intouchable. Et dans tout, je peux vous citer des tas d'exemples où finalement les chefs d'État africains ils disent rien, mais à travers plus du tout l'État, des rapports d'État, mais à travers des réseaux privés français, ils ont de l'influence à Paris vis-à-vis des chefs d'État qui sont à l'Élysée, qu'ils soient de droite comme de gauche. Alors ça ne change rien. Alors il y a un contre-exemple dans votre livre à propos du Niger, de l'uranium du Niger, Mamadou Tandja, qui ne voulait pas le vendre à la Chine, qui a choisi de le vendre plutôt, comment je vais dire, qui ne voudrait pas le vendre à la France, mais qui l'a plutôt vendu à la Chine. Et un an après, il a perdu le pouvoir. Oui, mais en fait, c'est toujours pareil, on a tendance un peu à réécrire l'histoire, etc. Mais la réalité qui montre bien quand même, c'est la première partie qui compte, que Mamadou Tandja a obligé, moi j'avais fait tous les voyages présidentiels avec l'association de la presse présidentielle de l'Élysée, je peux vous dire que vous auriez vu, j'étais présent à la tête de Nicolas Sarkozy qui a été obligé d'atterrir, de faire un stop à Niamey, parce que Mamadou Tandja voulait obtenir de lui une sorte qui soit adoubé pour se maintenir encore un peu au pouvoir, pour finir ses projets, etc. Et il avait dit à Anne Lauvergeon, qui est la ancienne patronne d'Areva, si Sarkozy ne s'arrête pas chez moi, moi je donne tout aux Chinois. Et c'est dramatique d'ailleurs pour la France, parce que maintenant, Areva va faire, comme n'a plus d'argent, va faire rentrer les Chinois dans son propre groupe. Mais ça pour dire, vous voyez, les incohérences en quelques années. Mais Tandja, vous voyez, les rapports Afrique-France, Tandja a obligé Sarkozy. C'était un voyage, on a été dans les deux Congos, Kinshasa, le Brazza, et il devait remonter directement, c'est un vendredi soir, il avait envie de retrouver Carla un vendredi soir pour regarder la télé, il était obligé de s'arrêter au Niger. Donc vous voyez bien les rapports de force qui s'étaient inversés. Et Tandja l'a quand même obligé à s'arrêter. Alors après, qu'il y ait eu un coup d'État dans ce pays, je veux dire, c'est pas le premier ni le dernier dans des pays comme le Niger. Alors, il y a eu une incompréhension que j'ai notée quand même dans votre livre, à la page 92, bientôt en Tintin au Sahel. Je vous lis exactement: une longue période de décantation de l'histoire africaine vue du haut de la Tour Eiffel a été nécessaire pour qu'elle puisse enfin s'écrire noir sur blanc. Et comme c'est le terrain qui commande, les enseignements, le retour du religieux anime bien les jeunes doctorants. Des figures de djihadistes du 19e siècle qui ont résisté aux valeureux capitaines de l'empire colonial, tels le Guinéen Samori Touré et le Soudanais Rabat, ressortent ainsi de l'oubli. Alors, ne sont-ils pas, vous écrivez, les pères spirituels du leader nigérian de Boko Haram, Aboubacar Sheko, à l'idée que la colonisation n'aurait été qu'une parenthèse de l'histoire africaine, le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, qui avait érigé la basilique de Yamoussoukro pour freiner la progression de l'islam dans son pays, doit se retourner dans son mausolée. Il y a une ambiguïté. C'est vrai qu'il y a une ambiguïté, je vous l'accorde là. Ça veut dire, c'est vrai que là, j'ai un peu pratiqué l'amalgame entre Samori Touré, justement, qui était plutôt un islam
modérés, etc. Et que la France, les fameux valeureux capitaines de l'Empire ont totalement sous-estimé ce qu'il apportait réellement à l'Afrique, avec des gens comme Aboubacar Shekau. Ce n'est pas le père spirituel d'Aboubacar Shekau, mais l'idée générale, c'était de comprendre. J'ai retrouvé sur les quais de la Seine un que sais-je des années 70 qui s'appelait l'histoire des Noirs. Et là-dedans, quand vous lisiez, c'était absolument hallucinant, parce qu'il y avait déjà le front du Masséna, etc. Vous savez, la France a totalement négligé la réalité africaine. Ils avaient considéré que ça y était, qu'on avait, que c'était, ils avaient christianisé toute cette Afrique de l'Ouest, etc. Mais je veux dire, c'était une sorte de millefeuille. La réalité du terrain, à partir du moment où vous avez des régions qui sont totalement en déshérence, bien évidemment que quand il n'y a plus d'État, s'installent des mouvements. Alors, il ne faut pas condamner, bien évidemment, il ne s'agit pas de condamner l'islam ou tous les gens de cette époque, mais en tout cas, Boko Haram était toujours là depuis le 19e siècle. Les Kanouris, les royaumes qu'il y avait dans cette région étaient toujours extrêmement présents, ont été négligés parce que personne ne s'intéressait. La France considérait toujours qu'elle était chez elle dans toute cette partie du continent pendant un demi-siècle. Alors, pour clore cet entretien, Antoine Glaser, moi je soumets humblement mes invités à un petit questionnaire à la Proust. Ce sont des questions courtes pour des réponses courtes. Comment écrivez-vous ? Comment j'écris ? Une façon très intuitive, pas très, un peu, entre guillemets, bordélique, quoi. C'est selon l'intuition. Je suis pas un prof, je suis ni professeur, je suis pas, comme on dit, comme souvent les Français qui parlent des Africains, je suis pas structuré. Pourquoi écrivez-vous ? Parce que je me suis rendu compte qu'en écrivant, c'est vrai que ça fait avancer la réflexion, la pensée, et c'est vrai que sans la plume, j'ai du mal à réfléchir sans écrire. Pour qui écrivez-vous ? Vraiment pour moi-même. Que représente pour vous la littérature ? Est-ce un simple exercice intellectuel ou un acte de résistance ? Je ne suis pas un écrivain, mais plus je vieillis, plus je lis de livres et plus j'ai de temps pour les lire, et ça est devenu quelque chose de totalement essentiel dans ma vie, quoi. Je veux dire, maintenant, je ne peux plus vivre sans lire. Et quel est votre mot préféré de la langue française ? Mot préféré de la langue française. Liberté, peut-être. Complexité. Y a-t-il un livre qui a changé votre vie ? Si oui, lequel ? Je vais être je vais dire, c'est marrant parce que c'est un auteur, évidemment, tout le monde le cite, mais moi aussi, parce que c'est quand même, c'est un auteur, c'est Céline, quand j'étais interne et que je lisais Voyage au bout de la nuit, Mort à crédit, etc. Pour moi, c'est tous les auteurs qui provoquaient des images et une imagerie et une intuition directe comme ça à la vie. Croyez-vous en Dieu ? Si oui, que lui demandez-vous chaque matin au pied levé ? Je ne crois pas en Dieu, je suis totalement agnostique et athée, et simplement je crois aux hommes. Merci Antoine Glaser, merci de nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle votre livre « Arrogant comme un Français en Afrique ». Le précédent, c'est « Africa France », quand les dirigeants africains deviennent les maîtres du jeu. Merci infiniment C'est moi qui vous remercie. Et bon retour sur Paris. Merci beaucoup. Merci.